Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Un troisième opus des hors-séries du Parisien, Histoire de Paris, arrive aujourd'hui dans les kiosques. Il s'intitule Le Paris de la Révolution et de l'Empire et Franck Ferrand s'y est plongé durant le week-end. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Laurent Deutsch est le Cicérone de ce nouveau numéro. Il nous fait découvrir ou redécouvrir la capitale aux heures tantôt exaltantes, tantôt terrifiantes de la Révolution. Je suis heureux que l'éditeur de ce hors-série, Claude Pomereau, ait pu être des nôtres cet après-midi. Et pour nous faire revivre ce Paris de la Révolution, vous allez commencer par nous raconter les amours de Camille et Lucie Desmoulins. Vous allez encore des amours. Je suis resté fixé sur la Saint-Valentin, que voulez-vous. Hervé Lewers, qui est professeur à Lille et ancien directeur des annales historiques de la Révolution française, vient de faire paraître chez Fayard un Camille et Lucile Desmoulins. Lui aussi nous a rejoints pour cette émission révolutionnaire. Une idylle déjà presque romantique au fort de la tempête révolutionnaire. Entre d'un côté Camille Desmoulins, jeune avocat, journaliste, et dont on dit souvent qu'il est à l'origine de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Et puis, avec lui, Lucile, belle jeune femme insouciante, de 10 ans plus jeune. Ensemble, ils vont vivre tous les événements de la Révolution, l'euphorie des débuts et la période plus sombre de la terreur. Ils vont tout vivre unis, comme dans une tragédie antique. C'est tout à fait de saison à l'époque, même dans le drame le plus terrible jusqu'à la guillotine. Camille Desmoulins est né en 1760, donc au beau cœur du règne de Louis XV. Il est issu d'un milieu bourgeois. Il a obtenu une bourse pour faire ses études au collège Louis le Grand et parmi ses camarades, il y avait un certain Maximilien de Robespierre. Il étudie le droit et en 1785, il devient avocat. Vous avouerez que c'est tout de même un singulier destin que d'accéder à cette profession d'avocat au moment où commence à se dessiner la Révolution. 1785, c'est l'année de l'affaire du Collier, c'est le moment où tout commence à basculer. Camille Desmoulins a un véritable problème pour le métier qu'il entend exercer, puisque il a du mal à s'exprimer. Il bégaye, il bute sur les mots, ce qui quand même est assez gênant au cours de la plaidoirie, et du coup, on ne peut pas dire qu'il ait une clientèle très fournie. Il n'a pas un sou au palais, on a tendance à se moquer de cet avocat bègue, il n'a pas grand-chose pour vivre. En revanche, il est un peu plus chanceux en amour, vous l'aurez deviné, et c'est une rencontre donc qui va changer le cours de sa vie. Dans les jardins du Luxembourg, il croise régulièrement une jeune fille qui se promène avec sa mère, Madame Duplessis. C'est d'abord avec la mère que Camille discute et puis il tombe sous le charme de la fille. Elle s'appelle Lucile, elle a une magnifique chevelure blonde, les yeux noirs, un visage d'ange comme on pouvait dire à l'époque. On disait qu'elle était faite à peindre. Et pourtant, rien ne prédestine Camille et Lucile à vivre, à être ensemble. Ils ont d'abord 10 ans d'écart. Lucile est issue de la bourgeoisie aisée, quand Desmoulins, lui, est quand même la caricature de l'étudiant de province venu à Paris quasi sans le sou. À cette époque, il n'a même pas de lit. D'ailleurs, il écrit à son père « Depuis 6 ans, je n'ai pas eu le nécessaire. Envoyez-moi un lit si vous ne pouvez m'en acheter un ici. Est-ce que vous pouvez me refuser un lit? Je vous supplie, aidez-moi, envoyez-moi 6 louis ou un lit. » Malgré leurs différences au fil des mois, une idylle va donc naître entre Camille et Lucile. Très vite, Camille songe au mariage, tel que l'imaginent les jeunes bourgeois de sa génération, nous dit Hervé Lewers. Il veut s'établir, exister comme mari, partager son existence, ses préoccupations et ses sentiments, mais aussi découvrir l'amour, le bonheur à deux. Pour l'instant, la Révolution est en train de rattraper les amoureux. Camille va plonger corps et âme dans ce que nous appelons la tourmente révolutionnaire, mais qui dans les premiers temps était un vent, un souffle, quelque chose de fascinant, d'exaltant. Depuis quelques mois, Desmoulins fréquente Versailles, où sont réunis les députés pour les États généraux, et 2 jours avant la prise de la Bastille, le 12 juillet donc, après le renvoi de Necker je dis Necker parce qu'on a pris l'habitude, mais normalement c'est Necre, devrait-on dire, le renvoi par Louis XVI de son ministre, Camille Desmoulins, qui à l'époque est totalement inconnu. On le voit grimper sur une chaise ou sur un banc du Palais Royal. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. On est dans les jardins du Palais Royal. Il brandit
un pistolet, il se fait une cocarde avec les feuilles vertes de châtaignier, les feuilles du jardin. N'oubliez pas qu'on est encore à la très belle saison, et le voilà qui s'exclame « J'arrive de Versailles, Necker est chassé, c'est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Une ressource nous reste, c'est de courir aux armes et, en cherchant des armes, on prendra la Bastille. » Est-ce qu'il l'a dit d'une manière aussi fluide ? Ça non plus, l'histoire ne le dit pas. Pardon, il y a d'ailleurs une célèbre gravure de prieur qui montre Desmoulins avec sa redingote, ses culottes, son tricorne, en train d'haranguer comme ça le public. On dit de ce discours qu'il est fondateur dans les événements à venir, les événements du 14 juillet. Voilà pourquoi Desmoulins restera pour beaucoup l'homme du 14 juillet. Il faut se souvenir, encore une fois, qu'il a un peu de mal à s'exprimer en public, il est bien meilleur à l'écrit, c'est le registre où il excelle. Hervé Lewers écrit « Il a la plume vive, enjouée et ironique. Sa ligne éditoriale est simple, la bonne humeur et l'indépendance de la pensée mise au service de la révolution en France et ailleurs. Patiemment, Camille se construit une image de journaliste patriote. Il ambitionne un journalisme d'opinion et d'action qui fasse triompher des idées, bouleverse les équilibres et transforme le pays. Pour lui, écrire signifie combattre. » Camille écrit des pamphlets. Il va fonder un journal en novembre 89, Les Révolutions de France et de Brabant. Gros succès, 3000 exemplaires pour l'époque, c'est important. C'est même décisif, on peut dire, dans le mouvement des idées qui sont en train de prendre possession progressivement de la population. Et de fait, c'est cette publication qui va lui assurer l'essentiel de ses revenus, à savoir maintenant 10 000 livres par an, une fortune. Imaginez qu'il était encore sans le sou 6 mois plus tôt. Dans ses pamphlets, Camille attaque la famille royale, les aristocrates, les modérés qui peu à peu deviennent ses ennemis, si l'on peut dire, et dès lors, il devient un personnage incontournable des débuts de la Révolution. Dans les rues de Paris, dit Hervé Lewers, des inconnus lui sourient, le saluent, d'autres murmurent à leurs voisins « Tu le reconnais, c'est Desmoulins ». Camille est devenu célèbre. Il est presque devenu riche et il épouse Lucile le 29 décembre 1790 à Saint-Sulpice. C'est un lieu qui ne manque pas d'ironie. Desmoulins se marie dans une église alors qu'il passe son temps à attaquer les prêtres, mais à l'époque les mariages civils n'existent pas, n'est-ce pas ? Parmi ces témoins, Jérôme Pétion, très important. Pétion, c'est l'étoile montante de l'Assemblée constitutionnelle, le futur maire de Paris. Et puis, parmi les témoins aussi, Maximilien de Robespierre. À l'époque un ami, c'est un ancien de Louis le Grand, lui aussi. On dit que c'est Robespierre qui, suivant la tradition, a plongé sous la nappe au dessert pour détacher la jarretière de la mariée. On aurait adoré voir cette scène-là, oui, parce que c'est pas tellement l'image qu'on se fait de Robespierre d'habitude. Personne ne pouvait présager que 3 ans et demi plus tard, les mêmes personnages, les mêmes protagonistes allaient se déchirer autour d'un échafaud. Le couple Desmoulins s'installe aux 2 places du Théâtre Français, notre actuelle place de l'Odéon. Les amoureux vivent une période d'insouciance. Ce sont les beaux jours, là, vraiment. Période qui va vite être ébranlée et disparaître pour faire face à des événements nettement plus sombres. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Et grâce à vous, Franck, cet après-midi, nous sommes au cœur de la vie de Camille Desmoulins, en pleine tourmente révolutionnaire. Nous sommes en décembre 1790. Camille a épousé la belle Lucile, on vient de le vivre avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant qu'on retourne sur cette histoire d'amour, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel rôle a joué Camille dans le mouvement révolutionnaire ? Alors déjà, vous avez vu son rôle un peu de déclencheur dans les événements qui vont aboutir à l'insurrection du 14 juillet et à la prise de la Bastille. C'est un rôle globalement non négligeable. Il est entré au club des Cordeliers en 91, Desmoulins, et le 17 juillet 91, donc ça veut dire juste après la fameuse fusillade du Champ de Mars, avec la garde nationale a tiré sur les manifestants qui étaient en train de demander la déchéance du roi. Ça a fait ça a fait basculer, on peut dire, la révolution d'une certaine manière. Camille Desmoulins est recherchée par la police. On va suspendre la publication de son journal, Les Révolutions de France et de Brabant, après 86 numéros. La Tribune des Patriotes qui succède à ce numéro va être un échec. C'est compliqué à ce moment-là pour Camille Desmoulins, qui va aller se cacher à Versailles, puis à Bourg-la-Reine. Il garde le silence. Il revient à Paris en octobre 91 et dans son discours aux Jacobins du 21 octobre 91, il fait part de ses réflexions. Il parle d'un certain désenchantement. Il
il fait part de son pessimisme à l'égard du mouvement révolutionnaire. Et ça, c'est une position qui commence à le marginaliser, d'autant plus que, n'oubliez pas qu'il n'a plus de revenus, puisqu'encore une fois, on a suspendu ses journaux, ça ne paraît plus depuis des mois. Bref, l'année 92 commence dans la grisaille pour lui. Grande consolation quand même, le 6 juillet 92, Lucile donne naissance à un fils, Horace Desmoulins, quand je vous dis qu'on est dans le goût néoclassique pour l'antique. Le 6 septembre 1792, attention, on est juste au lendemain des fameux massacres. Là, la révolution est en train de changer. C'est la République qui s'installe et Camille va siéger désormais à la Convention nationale aux côtés de Robespierre, de Danton, de Marat et des autres. C'est une éclaircie bien éphémère puisque le cours des événements est en marche. La tragédie qui s'annonce ne va plus s'arrêter maintenant et elle commence avec la prise des Tuileries. Évidemment, elle a commencé dès le 10 août précédent, 10 août 92. Le peuple s'est emparé du palais des Tuileries. Camille apparaît avec son fusil, annonce à Lucile qu'il part avec Danton pour l'hôtel de ville. Lucile est complètement éplorée. Je cite André Castelot qui décrit bien ce genre d'événement. Toute la journée du 10 août, écrivait-il, se passe ainsi dans l'angoisse. Le canon commence à tonner. Le boulanger refuse de donner du pain à Danton et à Desmoulins. « C'est la faute à votre Camille !» crie une voisine. Par précaution, Lucile et son mari ne couchent pas chez eux ce soir-là. Le 11, Lucile écrit « On brise les glaces dans le château. On nous a rapporté des éponges et des brosses de la toilette de la reine. » Et le lendemain, elle ajoute ces 5 mots. « En rentrant, j'appris que Danton était ministre. » Ça doit faire un peu plus d'ailleurs. Je crois qu'André Castelot a compté un peu vite. Moi, je vois 8 mots là. Oui. Pour Desmoulins, c'est une promotion. Il devient secrétaire général de la chancellerie et s'installe avec son épouse place Vendôme. Alors voilà, on se dit, ça y est, le voilà sorti d'affaires. Vous pensez qu'il en était à demander un lit à son père, quelque temps plus tard, et que maintenant, il est secrétaire général de la chancellerie. Lors des massacres de septembre, on dit qu'il aurait sauvé un prêtre réfractaire, l'abbé Bérardier. Vous savez qu'on en a massacré beaucoup, des agents de la contre-révolution, comme on disait, dans les prisons où ils étaient détenus, en instance de jugement qui a été rapidement fait, si je puis dire. Janvier 93, évidemment, on est en plein procès de Louis XVI, et il va voter la mort de l'ancien roi. Il dit « Je vote pour la mort, trop tard peut-être pour l'honneur de la Convention ». Mais de plus en plus, Camille Desmoulins est effrayé par ce qui est en train de se passer. Et il dénonce, lui, la terreur. Il ose attaquer le comité de salut public. Ça va être le début de sa chute, ça. Le 5 décembre 93, dans le premier numéro du Vieux Cordelier, il dénonce la terreur, il prêche l'indulgence et surtout, il s'impose d'une certaine manière par ses écrits même comme l'opposant symbolique à Robespierre. Non, écrit-il, non la liberté, cette liberté que j'adore, cette liberté descendue du ciel. Ce n'est point une nymphe de l'opéra, ce n'est point un bonnet rouge, une chemise sale ou des haillons. La liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice. Voulez-vous que je la reconnaisse? Voulez-vous que je tombe à ses pieds, que je verse tout mon sang pour elle? Ouvrez les prisons à ces 200 000 citoyens que vous appelez suspects, car dans la Déclaration des droits, il n'y a point de maisons de suspicion, il n'y a que des maisons d'arrêt, il n'y a point de gens suspects, il n'y a que des prévenus de délits fixés par la loi. Il fait donc partie des indulgents, mais des indulgents qui ont de la voix, comme vous pouvez le voir. Les partisans de la terreur ne vont pas tarder à tomber sur celui qui, évidemment, devient pour eux un opposant dangereux. Jacques Hébert s'acharne contre Desmoulins dans Le Père Duchesne. Et puis Robespierre, l'ami, rappelez-vous, l'ami d'enfance qui vient s'en prendre à lui un échange est resté célèbre. « Camille est un enfant gâté », clame Robespierre. « Il avait d'heureuses dispositions, mais les mauvaises compagnies l'ont égaré. Je demande pour l'exemple que les numéros de Camille soient brûlés. » Ça rappelle des décisions du Parlement de Paris sous l'Ancien Régime. Bref, je n'ai rien dit. Réponse de Camille Desmoulins. « C'est fort bien dit, mais je te répondrai comme Rousseau, brûler n'est pas répondre. » Eh bien, s'exclame Robespierre, s'il en est ainsi qu'on ne brûle pas, mais qu'on réponde, apprends donc Camille que si tu n'étais pas Camille, on n'aurait pas pour toi tant d'indulgence, puisqu'il le veut, qu'il soit couvert d'ignominie. Et dès lors, c'est un étau qui vient se resserrer autour de Camille Desmoulins. Son beau-père Duplessis est arrêté parce qu'on a trouvé chez lui un poids marqué d'une fleur de lys. Normalement, on était censé déroyaliser les insignes. Bon, bref, Camille Desmoulins est le prochain sur la liste. Il le sait très bien, tous les prétextes sont bons. Et le 31 mars 1994, des soldats arrivent chez lui, au 3e étage du 2 place du Théâtre Français, toujours. C'est encore André Castelot qui raconte.
Camille est là, dans sa chambre, il rêve. Soudain, il tressaille. Il entend le pas d'une patrouille. Camille ouvre la fenêtre donnant sur la place de l'Odéon, à l'angle de la rue Crébillon, et regarde. Il a compris. On vient m'arrêter. Lucille se jette dans ses bras. Il l'embrasse comme un fou, puis va ouvrir lui-même au policier. En un instant d'angoisse poignante, il a revécu tout son passé, à la fenêtre ouverte se détachant sur le fond lumineux de la chambre. Il vit la silhouette de Lucille demi-nue, secouée de sanglots, les bras tendus vers lui, l'appelant, lui criant « Adieu » en tournant au coin de la rue Vaugirard. Il l'entendait encore, puis la voix se perdit dans le lointain, la mort commençait. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur du Paris de la Révolution cet après-midi. Franck, nous suivons Camille et Lucie Desmoulins. Alors on vient de le voir, Camille, lui, a été arrêté le 31 mars 1794. Oui, et il est détenu pour le moment au Luxembourg, au palais du Luxembourg, chez Marie de Médicis, dans ce qui deviendra plus tard le palais du Directoire, mais on n'y est pas encore, là on est en pleine terreur toujours, le palais a été transformé en prison. Il trouve Danton d'ailleurs, qui est là aussi, arrêté. Il écrit à son épouse, il écrit à Lucille, Camille. En ouvrant mes fenêtres, la solitude, les affreux barreaux, les verrous qui me séparent de toi ont vaincu toute ma fermeté d'âme. J'ai fondu en larmes, ou plutôt, j'ai sangloté en criant dans mon tombeau « Lucille, Lucille, oh ma chère Lucille, où es-tu » J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée. Je n'ai pas pu croire que les hommes fussent si féroces, si injustes. Je vois le sort qui m'attend. Adieu, ma Lolotte, mon bon loup. Oh, ma chère Lucille, j'étais née pour faire des vers, pour défendre les malheureux, pour te rendre heureuse. Pardon, chère amie, ma véritable vie. Les 2, 3, 4 et 5 avril de cette année 1794, Desmoulins comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Ce sont des heures terribles. Lucille aussi est suspectée à la même époque, bien sûr. On l'accuse de comploter pour faire évader des prisonniers, de comploter en vue de massacrer les membres du comité de salut public. Et Camille blêmit « Ah, les misérables, non contents de m'assassiner, ils veulent assassiner ma femme ». Le 5 avril, la charrette dans laquelle se trouvent Danton et Desmoulins se dirige déjà vers la place de la Révolution, ancienne place Louis XV, future place de la Concorde. Camille implore sa femme et son fils, les poignets liés. Il demande à Danton d'extraire de sa poche la mèche de cheveux de Lucille, celle qu'elle lui a envoyée, et de la lui glisser dans les mains. Ils cèdent, ces prisonniers, ils cèdent entre eux puisqu'ils ont les mains liées. Et au pied de l'échafaud, Desmoulins prie le bourreau de remettre cette mèche aux parents de sa femme après sa mort. Il crie « Peuple, on te trompe, on tue tes amis. Mon seul crime n'a jamais été que d'avoir versé des larmes. » Et au moment où le fer de la guillotine va s'abattre, va s'effondrer pour lui trancher le cou, Camille appelle encore Lucille. Au même moment, Lucille Desmoulins vient d'être arrêtée, figurez-vous. Au tribunal révolutionnaire, elle comparaît aux côtés de plusieurs détenus. Un homme qui a voulu défendre Desmoulins quelques mois plus tôt, notamment Arthur Dillon, également Françoise Hébert. Et la Françoise Hébert, c'est la veuve d'Hébert. Hervé Lewers nous dit « Est-ce avant ou après le verdict que Lucille jette ses derniers mots sur un petit morceau de papier ? Une vingtaine à peine, griffonnée sur 7 lignes. Elle ne pense pas à son père, ni à sa sœur, mais à sa mère, sa meilleure amie. Bonsoir, chère maman. Une larme s'échappe de mes yeux. Elle est pour toi. Je vais m'endormir dans le calme de l'innocence. Ce 13 avril 1794, il faudrait dire maintenant 24 Germinal, les condamnés sont emmenés à leur tour place de la Révolution par le même chemin, le même parcours qu'a suivi comme un chemin de croix Camille quelques jours plus tôt. Un témoin raconte, nous dit Hervé Lewers, un témoin raconte que la jeune femme a couvert ses cheveux d'un mouchoir de gaze de la plus grande blancheur. Il est presque 19 heures lorsque le périple s'achève et que commencent les exécutions. On lie les mains de Lucille, le bourreau fait tomber sa tête et ses belles boucles blondes. On dit qu'au moment de l'exécution, elle est restée parfaitement digne, parfaitement calme, conservant cette espèce de détachement qui avait tant séduit Desmoulins quelques années plus tôt. Quant à l'innocence et quant à l'insouciance, elles, on peut dire qu'elles sont déjà mortes.
Bonjour messieurs, bonjour Hervé Lewers, vous êtes donc le biographe du couple des Moulins, si je puis dire. Bonjour Claude Pomereau, vous venez d'éditer ce numéro hors série du Parisien qui nous fait nous promener sur les lieux mêmes que nous venons de parcourir, du Palais Royal à la place de la Révolution, en passant par la Conciergerie. Tous ces hauts lieux qui, pour certains d'entre eux en tout cas, sont restés quasiment identiques depuis l'époque de la Révolution. Ils sont là, surtout la place de la Concorde, la célèbre. Oui. La place Louis XV devenue la place de la Révolution, puis la place de la Concorde. C'est le haut lieu de ce qui se passe, c'est-à-dire des exécutions. Et d'ailleurs, là, vous avez mis en couverture une image qui est une image de synthèse, une image reconstituée, mais extrêmement impressionnante, car on a l'impression de voir pour la première fois véritablement ce haut échafaud dont on se rend compte qu'il était vraiment très élevé et qui domine une foule importante. Et celui qui est en train de grimper à l'échafaud, c'est le roi Louis XVI. C'est le roi, oui. C'est le roi dans cette même place. Oui. D'ailleurs, le peuple disait, finalement, ces exécutions à la guillotine, c'est beaucoup trop court, ça ne dure que 20 secondes, alors qu'avant, on était quand même mieux servi. Avant, c'était un beau spectacle, surtout lorsque l'on écartelait un régicide. Là, voilà. ça pouvait durer jusqu'à 6 heures de rang. Alors, Hervé Lewers, j'ai très rapidement brossé le portrait de ce couple, j'allais dire idéal. Ils sont parfaitement assortis malgré leurs 10 petites années d'écart, Lucille et Camille. Bonjour Franck Ferrand. Oui, tout à fait, ils sont bien assortis. Alors, ils sont tous les deux issus d'un milieu bourgeois, pas avec la même aisance. Elle du côté de son... plus aisée, on va dire. Voilà, nettement plus aisée du côté de la finance, alors que le père de Camille était du côté du droit. Mais les deux familles peuvent tout à fait s'entendre, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Et le mariage s'est fait d'ailleurs sans la présence de la famille des Moulins. Et voilà, et ce qui est assez rare et remarquable, c'est pour ça que je me suis permis d'employer, en commettant sciemment un léger anachronisme, le terme de romantique tout à l'heure. On est presque dans le romantisme, c'est-à-dire que il ne s'agit plus de mariage de convenance qui, de temps en temps, pouvait déboucher sur des histoires d'amour. Ça pouvait arriver, on va dire une fois sur 3 ou 4. Là, il s'agit d'un véritable mariage d'amour tel que ce sont les enfants de l'aube, en quelque sorte. Ce sont les enfants de la Révolution, Camille et Lucille. Tout à fait. Ils se sont choisis l'un l'autre avec, bien sûr, l'accord des parents qui leur tenait à cœur. Mais en même temps, il y a une dimension romantique qui est très forte. Bon, ce sont des enfants qui ont lu Rousseau et notamment le roman de Julie, qui vivent également à l'époque de Greuze ou de Bernardin de Saint-Pierre. Bien sûr, voilà, on a cette impression. Voilà, et ils sont tout à fait dans cet esprit-là. L'amour compte énormément pour eux, et c'est vrai qu'à voir cette histoire au travers du Paris de la Révolution, c'est effectivement une histoire romantique de la fin du XVIIIe qu'on peut lire aussi. Greuze, Bernardin de Saint-Pierre, on pourrait ajouter Diderot si l'on voulait. C'est cet esprit-là qui les anime tous deux et qui va se heurter, se fracasser même sur la réalité des faits. Nous allons revenir sur le rôle de Camille Desmoulins, mais aussi sur celui de Lucille dans un instant. Vous avez vu que nos auditeurs sont très nombreux à réagir à cette émission. Je suis ravi finalement que la figure pure, la figure pleine d'allant de Desmoulins passionne encore autant les gens. Vous allez nous éclairer sur eux deux dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur du Paris de la Révolution cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand et ses invités. Vous recevez Claude Pomereau, il est éditeur du hors-série du Parisien, Histoire de Paris. Et le numéro 3 est consacré au Paris de la Révolution et de l'Empire. C'est en partenariat avec Europe 1. Et vous recevez également Hervé Lewers. Il est professeur à l'Université de Lille. Il a été rédacteur en chef, puis directeur des annales historiques de la Révolution française. Alors pour tout vous dire, habituellement, les interruptions, j'ai très envie qu'elles durent le moins de temps possible. Mais là, comme je suis en train de feuilleter tranquillement dans le hors-série. mon numéro, j'aurais bien aimé que ça dure 3 minutes de plus. On est happé comme toujours. Il y a un véritable savoir-faire. On va y revenir dans un instant avec Claude Pomereau. Avant cela, si vous êtes d'accord, Hervé Lewers, revenons sur le rôle qu'ont joué Camille et Lucille Desmoulins. D'abord, on ne peut pas comparer les deux, puisqu'il y a un véritable homme politique, d'une certaine manière. Quel est le rôle de Lucille pour régler la question, si je puis dire ? Le rôle de Lucille est un rôle bien sûr assez effacé, mais ce dont on s'aperçoit très vite, c'est que Lucille, dans les documents qu'on a conservés d'elle, est très vite une véritable citoyenne. Oui. Je veux dire par là qu'elle s'intéresse, elle s'intéresse à la vie politique de son pays, et à partir de la Révolution, elle prend position, elle s'affirme véritablement patriote, et dans les moments les plus douloureux,
en 1792, en 1793. Elle prend nettement parti pour le renversement du roi et l'entrée en République. Puis, au moment du procès du roi, elle se réjouit de la condamnation à mort de Louis XVI. Et son mari a voté la mort, alors que beaucoup de députés, disons-le, notamment parmi ceux qui faisaient profession de modération, beaucoup ont voté pour le bannissement, qui aurait dû être la peine votée. D'ailleurs, à très peu de choses près. Ça s'est joué à très peu de choses près. Pourquoi ce jusqu'au-boutisme, si je puis dire, chez Camille ? Camille Desmoulins est un véritable démocrate et un véritable républicain dès les débuts de la Révolution, et il l'affirme comme tel. Et à l'issue des événements d'août 1792, il considère que le seul moyen d'entrer en République, et il n'est pas seul à penser de cette manière-là, c'est d'aller jusqu'au bout. De brûler ses vaisseaux, en quelque sorte. De brûler ses vaisseaux et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de condamner le roi à mort. Il a une phrase qui est une phrase terrible, mais qui représente bien ses convictions. Il dit « c'est un crime d'être roi ». Et c'est en ce nom-là qu'il demande la condamnation à mort du roi. Finalement, c'est vrai, alors on parle souvent de la petite majorité qui condamne Louis XVI à mort, mais cette petite majorité, elle s'exprime pour une condamnation à mort sans aucune limite brutale. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui se prononcent pour la mort, mais avec, par exemple, le sursis, ou bien l'appel au peuple. Oui. En fait, il n'y aura pas de sursis du tout, puisque Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793, évidemment. Camille Desmoulins est d'abord un journaliste dans cette affaire. C'est un homme du droit, vous nous l'avez dit. Il est issu d'une lignée juridique, il est lui-même avocat, il met le droit au-dessus de tout, mais en l'occurrence, c'est par le biais de l'article, de la feuille, de la gazette, qu'il s'exprime et qu'il exerce une influence. C'est un homme de la plume. C'est un homme qui invente un journalisme nouveau au début de la Révolution française, comme d'autres journalistes, comme Mercier, comme Brissot. Un journalisme qui va être un journalisme d'opinion et d'action, un journaliste qui prend parti, un journalisme de combat. Et c'est vrai que c'est ce qui va le rendre célèbre dès les débuts de la Révolution. Alors bien sûr, il y a, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, la fameuse journée du 12 juillet. Bah oui. Voilà. La naissance, l'éclosion du 14 juillet. Voilà, c'est l'étincelle qui effectivement met le feu aux poudres et qui donne naissance à la prise de la Bastille. Mais il y a aussi tout ce combat au travers de ces différents journaux. Et c'est vrai qu'il est resté avant tout homme de plume dans l'esprit des historiens. Il avait tout, Desmoulins. Intellectuellement et physiquement, il avait tout pour plaire à Robespierre, si je puis dire. Il aurait dû être l'idole de Robespierre, il était son ami, son camarade de lycée, enfin d'études, et il se trouve qu'ils vont finir par devenir les plus grands opposants qui soient. Il y a un moment où Desmoulins apparaît comme le recours face à Robespierre, d'une certaine manière. C'est terrible ce qui se passe là. Ce sont des amitiés en révolution, des amitiés qui se nouent et qui se dénouent selon des modèles qui sont en partie des modèles hérités de l'Antiquité, c'est-à-dire ce modèle de la vertu publique qui peut aller jusqu'au sacrifice de Romains, soi. Tous autant qu'ils sont. Hein. Un peu, ils sont imprégnés de ces modèles romains, et c'est vrai que des personnages romains. Oui, d'ailleurs oui. À commencer par le prénom Camille, qui n'est pas simplement le prénom, comme on le croit souvent, on l'appelle pas par son prénom, on l'appelle par un prénom qui est transformé en nom de famille. Camille, c'est Camillus, c'est le général romain qui a sauvé Rome au IVe siècle avant Jésus-Christ des Gaulois, et c'est grâce au 12 juillet qu'il obtient ce nom. Donc, effectivement, il y a cette dimension romaine dans ces personnages qui explique en partie ces décisions parfois terribles, et notamment ces amitiés qui se transforment en inimitié et en véritable haine, voire comme en ce qui haine, s'est oui. passé entre Camille Desmoulins et Robespierre. De la haine de la part de Robespierre, je ne sais pas ce qu'il en était du côté de Camille Desmoulins. Est-ce qu'il était vraiment haineux à l'égard de Robespierre ? Non, je ne crois pas. Alors Robespierre a essayé de le défendre le plus possible jusqu'en janvier 1794, en essayant de le maintenir notamment au sein du club des Jacobins. Oui. Mais c'est vrai qu'à un moment, il a choisi de rompre avec lui et de renoncer à défendre Danton et Desmoulins, qui avaient été pendant très longtemps ses amis. Excusez-moi, mais pourquoi, il y a juste une question, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais rejoint les Girondins plus modérés, les Brissotins, comme on disait à l'époque ? Pourquoi ? Parce que il y avait il est montagnard et il reste montagnard jusqu'à la fin. Les indulgents restent des montagnards. Et derrière les appellations montagnards et girondins, il y a finalement deux conceptions de la République qui sont antagonistes. Une conception qui est sans doute plus populaire, avec une part plus grande
que ces montagnards veulent laisser à ce qu'ils appellent le peuple dans les initiatives politiques, et de l'autre côté, une République qui est plus représentative. Et lorsqu'on fait la sociologie électorale de la France, alors là, ça nous entraînerait sur un autre terrain, mais on se rend compte qu'il y a bien deux sociologies, deux substrats, deux terroirs différents. Il y a des régions qui sont d'essence girondine et d'autres d'essence jacobine, d'une certaine manière, ce qui ne présage pas du caractère enragé ou modéré des uns et des autres, de part et d'autre. On a envie de dire qu'il y a les modérés sur le fond et les modérés dans la forme, mais ça nous entraînerait là sur des débats peut-être un peu trop philosophiques. Je parlais de tragédie tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une dimension tragique incontestablement chez ce Camille Desmoulins, tragédie à l'antique, tragédie cornélienne aussi d'une certaine manière, tragédie qui s'exprime par une forme de romantisme aussi. Ses cris à la fin sont déchirants littéralement. Il n'hésite pas à manifester son désespoir de cet amour rompu par les événements politiques. Est-ce qu'il a été vraiment déçu par la Révolution ? Est-ce que le tour pris par les événements l'a profondément choqué ou heurté ? Dès l'été 1793, il se dit déçu, il se dit tenté par un repli sur sa famille, repli sur Bourg-la-Reine, une maison de... ce même chemin, oui, le même parcours. Danton réagit un peu de cette manière-là aussi. C'est vrai que c'est un homme qui a été déçu et qui le dit toujours très clairement, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on fait de la politique, on mêle très facilement les propos politique proprement dit et les propos personnels. C'est un homme qui, dans ses écrits, dans ses paroles, parle très souvent de lui, de la même manière que Robespierre. Et on voit très bien que l'engagement politique est un engagement personnel, et d'où, justement, toutes ces informations qui permettent de reconstituer aussi la vie personnelle de ces acteurs en période de révolution. Alors cette révolution, elle est très largement parisienne, surtout lorsqu'on parle de Camille et Lucile Desmoulins. Nous allons revenir dans un instant sur les lieux mêmes où s'est faite l'action, où s'est faite la révolution. Ces lieux qui sont magistralement, spectaculairement déployés dans ce numéro spécial du Parisien Histoire de Paris, consacré au Paris de la Révolution et de l'Empire. Votre ouvrage à vous, Hervé Lewers, s'appelle tout simplement Camille et Lucile Desmoulins. Voilà une simplicité, une pureté de style et de titre qui n'aurait sûrement pas déplu à l'antique Desmoulins. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de la Révolution à Paris à travers Camille et Lucile Desmoulins. Avec vos deux invités, Franck, nous allons plus loin cet après-midi. Vous recevez Claude Pomereau. Il est éditeur du hors-série Le Parisien Histoire de Paris, le 3e volet, le Paris de la Révolution et de l'Empire, dans lequel vous êtes plongé. Et Hervé Lewers, qui est professeur à l'Université de Lille. Il a été rédacteur en chef, puis directeur des Annales historiques de la Révolution française. Et dans les pages très illustrées qui nous présentent les grands acteurs de la Révolution, dans ce numéro, il y a évidemment Camille Desmoulins, présenté comme le révolutionnaire romantique. Et je lis à la date du 14 juillet 1789, le 11 juillet, le ministre des Finances Jacques Necker est licencié par le roi. À cette nouvelle, des brigands armés se déchaînent dans Paris. Aux armes, hurle le lendemain Camille Desmoulins qui harangue la foule dans le jardin du Palais Royal. Les gardes françaises pactisent avec les émeutiers. Après avoir pillé l'hôtel de ville, 1 millier de personnes empruntent le chemin du faubourg Saint-Antoine en direction de la Bastille, où, dit-on, 30 000 fusils sont stockés. C'est une des grandes dates que vous retenez, bien entendu, Claude Pomereau. Il y en a quand même un certain nombre. C'est un très bon moyen de réviser finalement ce numéro spécial. On a les personnages, on a les dates. Alors, de grands portraits de Danton, de Robespierre, etc., etc. Tiens, j'en profite, entre parenthèses, pour signaler que vous savez, le numéro de la caméra explore le temps, oui. Consacré à la liberté ou la mort, ces deux magnifiques soirées qu'avaient conçues André Castelot et Alain Decaux avec Stelvio Lorenzi sur Danton et sur Robespierre, viennent d'être réédités. Là, ça y est, on peut enfin les trouver. Oui, je disais, c'est un bon moyen de réviser ce numéro spécial. Oui, on voit aussi on visite aussi Paris, parce que c'est aussi les lieux où ces messieurs de la famille, si je puis dire, se déplacent. Et finalement, c'est très peu de quartiers. Où avez-vous trouvé ces images absolument invraisemblables ? On a l'impression, ce sont des images de synthèse, des images photos de synthèse film, entièrement refaites. Ah oui, c'est ça en fait. Qui
Qui représente les différents épisodes les plus importants de la Révolution. Oui, c'est assez spectaculaire, on a l'impression d'y être. Hein. C'est un peu le but de l'opération, vous me direz. On n'est pas au cinéma, mais enfin on essaie d'en approcher un peu. Alors l'ami Bruno Fulini, qui d'ailleurs sera notre invité là un de ces jours, il vient régulièrement dans cette émission, vous savez, a consacré un bel article aux 10 métiers de la Révolution. Alors, il y a accusateur public, bourreau, sais-je, mais logographe, on parle toujours de la loge du logographe à propos des événements du 10 août 1792. Le graphe, c'est les sténos d'Aquilo. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le spadassinicide ? Là, je vous avoue qu'on en découvre des choses. Mais ça existait déjà du temps de Louis XV et de Louis XIII. Oui. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas les moyens d'assassiner mon voisin... C'est le garde du corps, en fait, c'est ça. Je demande à un homme, à un professionnel, de venir le provoquer sous un prétexte quelconque, comme dans Cyrano, si vous voulez. Je viens provoquer l'homme sur le truc, c'est ça ? Provoquer en duel, et bien entendu, puisque je suis un professionnel, il va pas faire long feu. Il y a aussi des applaudisseurs à gages. Oui, ça, il y en a toujours eu. Ça, c'est pas nouveau. Finalement, ça n'a rien de très révolutionnaire. Ça n'a rien de révolutionnaire. Mais enfin, c'est la première fois qu'on en trouvait. Dans l'Ancien Régime, on n'avait pas besoin de ça. Vous consacrez de belles pages aussi à la mode révolutionnaire. Nous parlions de cette dimension antique tout à l'heure. On se rend compte que chez les femmes, notamment, les robes sont très directement inspirées de ce qu'on avait pu connaître à Rome au tout début de l'Empire, ou plutôt à la fin de la République. Ce sont des robes inspirées de celles que portaient les tragédiennes sur la scène des pièces de Corneille et de Racine, en fait, tout simplement. D'autant que le théâtre, à cette époque, a un succès fou. Eh oui. Quand les périodes sont troublées, où on a peur pour sa vie, on se réfugie au théâtre ou dans les spectacles les plus invraisemblables. On l'a vu à chaque moment de grande... Pour moi, ça rappelle un peu 40-45 d'une certaine manière. Puisque les périodes, uniquement sur le plan du trouble. Quand une période est troublée, qu'on a peur pour sa vie et qu'il se passe des choses épouvantables, on se réfugie dans les endroits où on a chaud, où on est bien, où on rit. Et donc, il voit effectivement les tenues de tous ces tragédiens, puisque toutes les pièces marchent ou presque. Et donc, on adopte ces tenues qui évoluent avec le directoire quand même. Oui, bien sûr, oui, qui vont devenir même complètement extravagantes. C'est pas la tenue des sans-culottes non plus. Non, loin de là. Là, la mode est un peu réduite à sa plus simple expression pour ce qui est des sans-culottes. Oui. Tout commence au Palais Royal, dites-vous, dans la série des itinéraires que vous proposez aux lecteurs, avec un guide qu'est Laurent Deutsch. Il connaît Paris évidemment comme sa poche et comme personne, et il nous promène à travers des lieux dont qu'il y a d'étonnant et qui n'ont pas tellement changé. C'est ce que Gosselin le Nôtre disait déjà il y a un peu plus d'un siècle, en fait. Parce que Robespierre habitait à côté. Il était au 398 rue Saint-Honoré. C'est vrai. Devenu rue Honoré, puisque les saints avaient disparu. Les rues changeaient de nom et que les saints étaient condamnés. Oui, d'ailleurs, vous faites une page avec les plaques, les noms de rues. Les plaques de noms qui avaient changé. Ça devient la rue de la Liberté, la rue de l'égalité, etc. C'était embêtant, c'est quand on s'appelait Saint-Victor ou Saint-Julien, est-ce qu'on devait changer son nom ? À ce moment-là, c'était pas des problèmes. Il y a des lieux qui jouent un rôle absolument essentiel, ce sont les cafés, bien entendu. Ah oui. Les cafés, d'abord, c'est le lieu de réunion des sans-culottes, des sections, parce que c'est quand même Paris gouverné par la commune, faut pas l'oublier, et par les sections. Et une fois qu'on a manifesté, qu'on a été à l'Assemblée, etc., le soir, on se retrouve toujours dans les cafés pour faire le point. Donc, pour chaque club, il y a boissons ouvertes. Hébert était le grand prêtre des cafés du soir. Nous allons, si vous le voulez bien, avec Lorena Martin, redécouvrir un des cafés qui ont fait l'histoire et notamment la Révolution. C'est le café Procope, bien sûr. Je rappelle donc que ce numéro spécial hors série du Parisien, Histoire de Paris, c'est le 3e de la série. Ça va finir par faire un très beau volume, tout ça. 100 lieux de la Révolution sur les pas de Laurent Deutsch, édité donc par le Parisien, sous la houlette de Claude Pomereau. Merci beaucoup, Claude. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous continuons à nous balader dans Paris, le Paris de la Révolution, avec une adresse donnée par Lorena Martin que connaissait bien Danton, Marat et Robespierre. Oui, le café Procope. Et vous êtes en train de préparer votre prochain week-end. Alors je prépare mon prochain dimanche puisque les centres des monuments nationaux proposent une enquête de la police judiciaire. Vous ferez partie de la police judiciaire et vous allez 90 minutes pour résoudre une enquête. C'est un escape game, ça s'appelle comme ça. Et ça se passe au cœur même de la conciergerie
conciergerie. Un escape À game Paris. en bon français. Voilà, exactement. À propos de la conciergerie, tiens, un très joli et dense ouvrage de Françoise Chevrier, publié dans la collection In Situ des éditions Sutton, sous-titré « Petites anecdotes et grandes tragédies ». Petites anecdotes et grandes tragédies, ça pourrait aussi être l'enseigne du café Procope. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Oui, le Procope, donc, qui est situé dans le 6e arrondissement de Paris, au 13 rue de l'Ancienne Comédie. C'était l'ancienne rue des Fossés Saint-Germain. Il faut préciser pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout Paris qu'il n'est pas très facile à trouver ce café, puisqu'il est d'une certaine manière inséré dans un quartier. Il faut entrer dans le passage pour le voir. Dans son passage, oui. Et ce café a été fondé en 1686 par Francesco Procopio dei Coltelli, un Italien qui s'installe en France et qui obtiendra d'ailleurs plus tard sa nationalité française et deviendra François Procope, d'où le nom. On francisait les noms à l'époque. Exactement. Et donc c'est la mode des cafés à cette époque-là. Il commence à travailler dans un café, mais il rêve lui d'un établissement différent de ceux qui existent alors à Paris, qu'il trouve sombre et mal tenu. Il décide de créer ce café élégant et luxueux. Et ce sont des vastes salles qu'il dalle de carreaux noirs et blancs. Il orne les murs de tapisseries, de miroirs et il éclaire les plafonds de lustres à pampis de cristal. Et très vite, il rencontre le succès. Ben oui, c'est-à-dire qu'il ouvre cet établissement au moment même où la bonne société parisienne se jette, si je puis dire, sur dans ce le café. Et sur le quartier et sur le café. Et sur le café, les comédiens du roi s'installent en face de son café qui va devenir le foyer des artistes, puis un café littéraire, politique. On y rencontre La Fontaine, Racine, Diderot, d'Alembert, Rousseau, Voltaire. Pas tous en même temps. Pas tous en même temps. Au moment de la Révolution française, ce n'est plus la famille de Procope qui possède les lieux, mais un autre Italien qui s'appelle Zoppi. Ses clients sont à ce moment-là Danton, Marat, Fabre-d'Églantine. Il était voisin, lui. Exactement, Danton il avait aussi, son d'ailleurs. imprimerie juste à côté. Et puis le boucher Legendre, Robespierre, et puis notre fameux Camille Desmoulins qui évoque le Procope dans son discours de la lanterne aux Parisiens. Ce café n'est point orné comme les autres de glace, de dorures, de bustes, mais il est paré du souvenir de tant de grands hommes qui l'ont fréquenté et dont les ouvrages couvrirent tous les murs s'ils étaient rangés. On n'a plus, il est vrai, le plaisir d'y entendre Piron, Voltaire, Jean-Baptiste Rousseau, mais les patriotes soutiennent encore la réputation. Vous imaginez ce qu'il dirait aujourd'hui, parce que le café Procope ensuite a eu encore de grands visiteurs, Oui, Musset, Georges Sand, Victor Hugo, Théophile Gautier, Honoré de Balzac. Il a fermé un temps au 19e siècle. Je vous passe les détails. Il a été racheté ensuite par les frères Blancs qui ont voulu redonner vie à ce café qui appartient aujourd'hui au groupe Bertrand. Qu'est-ce qu'il faut manger quand on va au café Procope? Vous avez bien sûr le coq au vin, ivre de Juliénas, la tête de veau en cocotte comme en 1686, la joue de bœuf brisée ou encore le tiramisu Froisson Procopio. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines consacré à une expression. Tout le monde le sait et pourtant personne n'en parle. C'est un secret de Polichinelle. Ça vient d'où ça? Le secret de Polichinelle. Polichinelle, c'est Pulcinella, là, le petit poussin en italien, un des valets de la Commedia dell'arte italienne et qui va prendre de l'importance avec le renvoi des Italiens. Vous savez que Louis XIV renvoie les Italiens, c'est, si ma mémoire est bonne, en 1697. Et à partir de là, les Italiens deviennent des comédiens de foire, si je puis dire. Ou plus exactement, les comédiens de foire s'emparent des rôles de la Commedia et notamment du rôle de Polichinelle, qui est cette espèce de personnage avec ses bosses, vous savez, il a le nez rouge, crochu, une voix nasillarde, et puis alors c'est le bonhomme qui parle. Il est incapable de garder un secret. Vous comprenez tout à fait l'origine de l'expression un secret de Polichinelle. Si vous voulez qu'un secret soit immédiatement divulgué, trouvez Polichinelle, confiez-le lui et vous serez servi. D'une façon générale, tous ceux qui ne savent pas tenir leur langue sont un peu d'une façon des Polichinelles. Alors il y a une autre expression à laquelle je pense maintenant avec Polichinelle. Venir. Bon, c'est nettement moins relevé, c'est beaucoup plus familier, mais il y a une expression qui dit avoir un Polichinelle dans le tiroir. Voilà, mais exactement. Alors ça, le Polichinelle dans le tiroir, ça ne veut pas dire nécessairement que le bébé qui naîtra sera lui aussi un petit diable. Vaut mieux, oui. En fait, l'expression fait référence à ce qui, dans les farces avec Polichinelle, était un gag récurrent. Vous savez, le comique de répétition, si vous voulez. Comme pour les spectacles de Guignol, tout l'intérêt tenait dans ce comique de répétition. Et en l'occurrence, c'est la mère de Polichinelle, la mère Gigogne, qui entrait sur scène. Alors, il faut imaginer une femme très forte, très grande, etc. Et elle créait la surprise en faisant sortir de sous ses jupes toutes sortes de petits Polichinelles. En tout cas, c'est comme ça que le public les appelait. C'était des poupées, en vérité. Voilà. D'où l'expression le Polichinelle dans le tiroir. C'est d'ailleurs cette dame qui a donné son nom aux tables, aux lits gigognes, etc. Parce que, il y a toujours quelque chose qui vient cacher. Il existe toujours une réalité plus petite que la réalité initiale.
Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Oui, demain à 14h pour une émission consacrée à Richelieu et 2 dates très importantes, les 10 et 11 novembre 1630. Vous l'avez compris, on parlera des journées des dupes. La journée des dupes. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.